L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Nous sommes avec Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, le journal presse écrite, ESAE TV et ESAE Radio. Clément Adéoti Adéchian, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés. Bonjour à Nasrin Fatoubi à nouveau. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés pour interroger le grand patron sur l'actualité politique, notamment au lendemain de cette décision de la Cour constitutionnelle qui valide la modification du code électoral effectuée le 5 mars dernier. Bonjour à vous Clément Adéoti Adéchian, merci d'être sur notre plateau. Bonjour Nasrin, j'espère que tu es en carême. Oui. D'accord. La Cour constitutionnelle, à l'issue de son audience hier jeudi, a validé la loi modificative portant modification du code électoral en République du Bénin. Êtes-vous surpris? Oui et non. Pourquoi oui et non? Pourquoi oui et non? Alors, oui, d'abord parce qu'il y avait une jurisprudence de la même Cour, la Cour Diabonou, qui avait rendu une décision qui rendait le député, l'élu, qui le remettait dans son mandat impératif. Et donc, si on se met dans le contexte que le député a un mandat impératif, ça signifie qu'il est responsable de son élection. Et dès lors que c'est le peuple qui lui confère sa légitimité, alors cela signifie qu'il est en droit de gérer son parrainage tout seul. Si on s'en rend compte, si on se tient à la décision de Diabonou. Maintenant, étant donné que nous sommes habitués au Bénin, de façon régulière, et très légale d'ailleurs, à ce qu'on appelle en droit public, revirement jurisprudentiel, il y a eu revirement jurisprudentiel. Là aussi, je ne suis pas surpris. Parce qu'on en a connu depuis Boyon, Robert Dossou, Théodore Olo, des revirements jurisprudentiels qui ne meuvent plus désormais le Béninois. Alors, certainement nous allons y revenir. Ça a été contextualisé par la Cour de Dorothée Sosa avec des arguments qui sont valables. Comme, comme les précédents. Alors. Lesquels arguments? Oui. Il y a plusieurs cas querellés. Vous avez d'abord le problème du parrainage, qui était le problème le plus délicat. Connu de tous. Vous avez l'impression que ce sont les députés de l'opposition, notamment les démocrates, qui se tiraillaient là-dessus. Mais vous avez cette majorité silencieuse au sein de la mouvance qui ne disait rien, mais qui espérait, peut-être les deux pieds posés à terre, les bras levés vers le ciel, que la Cour constitutionnelle retourne aux députés son mandat de parrainage. Ils espéraient. Et je suis persuadé que les députés de la mouvance, républicains comme UPR, espéraient fortement que la Cour revienne cette décision-là, en donnant primauté à la décision de Diabonou. Mais ce ne fut pas le cas. Alors, pour les questions du parrainage, qu'est-ce que la Cour de Dorothée Sosa a dit exactement? Il est retourné à la loi 2018 portant charte des partis politiques. Le charte des partis politiques met au cœur de l'activité politique les partis.
c'est les partis qui organisent la vie politique. C'est les partis qui organisent les citoyens à se mettre au service de la vie politique. Alors, dès lors que c'est les partis qui organisent la vie politique, fait grave, acte majeur quand même d'une organisation de la vie politique, c'est une élection présidentielle. Si la loi dit les partis politiques organisent la vie politique et que l'un des actes fondamentaux majeurs de l'organisation de la vie politique réside en l'élection du président de la République, ce n'est pas en ce moment qu'on va laisser l'individu décider de ça. Donc la Cour retourne à la charte des partis politiques et demande maintenant aux partis politiques de jouer leur rôle. Donc c'est sur ce principe de la loi 2018 portant charte des partis politiques que la Cour de Robert Dossou a géré le problème des parrainages. Et ça tient la route. Dorothée Sosa ou Robert Dossou? La Cour de Dorothée Sosa. L'argumentaire est pertinent. Absolument, ça tient la route. Parce que si c'est les partis qui organisent la vie politique, pourquoi voulez-vous que le député désormais seul, dans sa tête individualiste, peut jouer les marchandages? Et puis ils sont revenus pour les partisans de l'organisation des parrainages par les partis politiques, ils sont revenus sur ce qui s'est passé en 2021, où on en a rattrapé des députés à la frontière du Nigeria qui s'en allaient déjà vendre ou marchander leur parrainage, où ils ont été rattrapés, serrés par une patrouille à la frontière de justesse. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais si on doit laisser chaque député prendre la frontière pour aller gérer individuellement son parrainage, on peut se retrouver effectivement dans un désordre. Laissons les partis politiques, selon la Cour de Dorothée Sosa, organiser les élections du président de la République, du duo présidentiel, des députés et des maires. Alors, est-ce qu'avec ce code électoral, est-ce que cela met fin aux suscitations de candidature? Non, non, pas que je sache. Parce que, alors, il y aura deux situations. Les opposants, eux, auront une difficulté majeure. Laquelle? Ils garderont pour certitude que la loi des 20% au niveau des circonscriptions électorales les vise personnellement. Et dès lors que tu n'as pas 20% dans une circonscription électorale, quel que soit le nombre de députés, même si tu en as 60 sur le plan national, tu ne seras pas éligible au partage des voix. Alors, les députés de l'opposition croient-ils comme fait que cette disposition les élimine de chef? Alors, ils continueront de se battre d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'on est à 2 ans des élections et que les lois électorales, ce n'est pas de la Constitution, il suffit d'avoir de la majorité simple au Parlement et que ça peut se changer. Alors, donc ils continueront de se battre d'une manière ou d'une autre, peut-être pour influencer le Parlement, pour revenir sur cette disposition-là. Mais ceci dit, si moi j'étais député de l'opposition ou membre de l'opposition, heureusement ce que je ne suis pas, je suis un citoyen libre, je ne suis pas politique. Vous aspirez par exemple à être député, on ne sait jamais. Non, j'ai déjà essayé et j'ai compris que ça n'en vaut pas la peine. La répétition pédagogique. À ce niveau, cette répétition elle est nuisible, elle est dangereuse, elle est ruineuse. Alors je ne la ferai pas. On ne dit jamais, jamais. Voilà. Et je me souviens sur un plateau, le président Diavon qui dit moi en politique jamais. Bon, il y est revenu quand même. Alors donc nous disons jamais. Ça peut arriver un jour. Et quand je serai à la retraite, je vais vouloir m'ennuyer et je vais faire de la politique. C'est bon pour les retraités. Très franchement, parce que c'est un milieu qui vous donne la haute tension tout le temps. J'imagine ce qui va se passer ce matin déjà dans tous les camps. Chacun va se mettre à réfléchir, mais on peut avoir un AVC pour ça. Alors je dis, si moi je devais conseiller aux députés de l'opposition, moi je leur dirais plutôt que s'ils croient en leurs convictions et que le peuple sait que c'est pour les éliminer effectivement de la course, que les 20% ont été légiférés, ont été disposés dans le code électoral, mais qu'ils fassent la surprise des élections de 2022 ou 2023. Oui. Les législatives de 2023, mais à Cotonou, qui était prêt à parier que sur les 9 sièges qu'il y avait à Cotonou, les démocrates allaient en rafler 7. Mais qui pouvait parier là-dessus? Mais aujourd'hui, avec le nouveau code électoral, nous avons les accords de gouvernance. Est-ce que vous pensez fructueux l'accord de gouvernance qui peut exister entre les démocrates et forces communes émergentes? Non, là, ce que je dis, d'abord, je prends les démocrates, aujourd'hui, qui sont la force la plus concurrente que nous remarquons. Alors, si le peuple croit en ce qu'ils font,
qui ne s'étonnent pas que c'est eux qui auront les 20% partout. Et que s'ils sont victimes réellement des forces politiques en face, c'est peut-être parmi les forces politiques en face qui n'auraient même pas les 20%. Pardon, vous en voyez? Mais il y a des régions, par exemple, où si le président... Un exemple de région? Si le président Yahi Boni met pied et fait totalement sa campagne, il peut ne pas avoir ni le BR, ni l'UPR, ni les deux coalisés, il peut ne pas se retrouver avec 20%. Si vraiment le peuple considère que la loi a été exclusive, a été votée pour exclure les démocrates et que la campagne se fait là-dessus, il ne faut pas se réjouir très tôt en pensant que les démocrates vont être exclus du jeu. Au contraire, ça peut leur profiter si tant est que c'est l'intention qui est derrière. Je ne pense pas que ce soit l'intention en fait. Je crois que ça a été fait pour continuer à retrouver des blocs politiques stables sur le plan national. L'opposition avec un grand bloc uni et la mouvance avec deux blocs comme on le voit aujourd'hui. Je crois que ça va être ça. Moi, je pense que ça va être ça. Mais qu'ils ne seront pas victimes. Ils seront présents partout. Parce que les élections de 2026 ne seront pas comme les précédentes. Les cartes seront rabattues, seront rejouées. Avoir 20%. Si même on fait l'évaluation du dernier vote, c'est rare les circonscriptions électorales où on n'a pas vu les démocrates avoir 10 000 voix, 12 000 voix, et parfois 11 000 voix, même s'ils n'ont pas été députés. Même dans le zoo, ils n'ont presque rien. Mais c'est presque à mano, parfois avec les républicains ou avec l'UPR. Ce n'est pas donné d'avance. C'est plutôt l'UPR et le BR qui auront fort à craindre dans certaines régions. Lesquelles régions, par exemple? Alors, si je prends par exemple la région de Djougou, où il y a des députés, la femme en bonus, j'avais 3. Si les 4 sont rejoués dans cette région, par exemple, je dis une bêtise, que mon frère, ami, confrère Malik Gomina se retrouvait sur une autre liste que le BR. Ni le BR, ni l'UPR n'ont pas 20% dans cette région. C'est un exemple que je donne, par exemple. Alors, ce qui s'est passé à Parakou, Tchaourou, Perere, la dernière fois où les démocrates ont mis au chômage beaucoup de députés légendaires connus dans cette région, je ne veux pas donner de nom. Alors, si les populations de cette région se considèrent victimes de la nouvelle loi, par exemple, ils se mobilisent davantage, ils peuvent ne pas avoir les 20%. Donc que personne ne pense que les 20% c'est fait pour conforter quelqu'un ou pour en éliminer un autre. Ça peut arriver que ça pénalise même les instigateurs. Oui, les instigateurs de cette loi-là. Donc que personne ne croit qu'il a joué, qu'il a gagné sur l'autre. Les suffrages au Bénin sont très très complexes. Et l'électorat béninois, il mange avec toi à midi, vote contre toi à 18h. Donc on a déjà vu. J'en ai rencontré une dame qui était en train de faire campagne chaudement. Dans notre quartier là-bas, je l'ai vu à 17h. Comment ça va? J'étais vu faire campagne chaudement pour tel parti politique. Apparemment, vous allez gagner. Et là, tonton, qui vous a dit ça? Moi, je n'ai pas voté ça. Il dit, mais comment? J'étais vu 2 semaines avec les pancartes, les effigies de ce parti. Et il dit, oui, ça c'est pour l'argent. Et donc, vous avez voté? Oui, j'ai voté autre chose. Mais c'est là où j'ai tombé des nuits, quoi. Déjà à 17h avant les résultats. Et c'est là que j'ai compris ce qui risquait d'arriver à Cotonou. Alors, Kemadio Diadichin, lorsqu'on reste avec vous, est-ce qu'un accord de gouvernance entre les démocrates et la force républicaine ne sera pas fécond? Ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Pour une raison simple. Déjà, les deux ne s'entendent pas. Du coup, FCB n'a jamais joué franc jeu comme si c'était un parti de l'opposition. Alors je ne les vois pas aujourd'hui parce qu'il y a difficulté. Mais ils clament toujours. Ils clament qu'ils sont toujours de l'opposition. Oui. C'est bon pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais pour ceux qui ont étudié, on sait très bien que ils ne sont pas de l'opposition. Mon ami n'a pas joué franc jeu jusqu'au bout, à ce niveau. Alors ceci dit, même remettons-le comme parti de l'opposition, FCBE. La loi dit encore, subtilement, nos amis de la mouvance ont encore réglé le problème à ce niveau, que pour pouvoir s'asseoir sur la table des négociations, il faut 2 conditions. La première, il faut l'avoir dénoncé déjà à la Sénat, avant même d'aller aux élections. La deuxième, il faut avoir 10% sur le plan national. Vous voyez FCB incapable d'obtenir 10% au plan national? De 2 choses l'une. Si les démocrates réussissent à avoir plus de 10% sur le plan national, c'est-à-dire les 15% évoqués par la loi actuellement, les démocrates et les 20%.
Non. Sur le plan national, il faut 15% pour valider son suffrage et 20% sur le plan de la circonscription. Alors, si les démocrates réussissent à avoir les 15%, les FCB n'en auront pas. Parce que au moins ils ont la malchance pour ce qui est de l'électorat essentiel aujourd'hui, là où ils ont eu des maires et tout ça, de partager l'électorat du président Boliaï. Parce qu'il n'était pas dans le jeu en ce moment. Maintenant qu'il est dans le jeu, c'est possible. S'il est dans le jeu, je ne sais pas par où les FCBE pourraient avoir 10%. Je me souviens d'Adrien Oumbedi, un grand homme politique que je respecte beaucoup, quand même qui avait balayé comme un séisme. Tout le Bénin. Pas tout le Bénin, toute la région de Lomé. Sémé, Agégué, Adiara, Avrancou, Porte-Nouveau, mais pourtant n'avait pas eu 10%. Alors vous imaginez que les FCBE pourraient l'avoir. Si il l'avait, c'est que les démocratiques ne l'auraient pas. Et moi, comme je pense que les démocratiques vont l'avoir, au vu de l'expérience, ils ont quand même 28 députés. 28 députés, c'est pas rien. Et c'est justement en se calquant sur les 28 députés des démocrates, et heureusement du BR qui n'avait que ça aussi en ce moment à l'Assemblée, que le calcul a été fait de sorte qu'avec 28 députés, on puisse parrainer. C'est pourquoi ils se donnent le droit de parrainer actuellement. Ils veulent décider de qui va être les prochains candidats. Ils le décident pour eux. Alors, avec ce code-là, pour 2026, on aura au plus combien de candidatures selon vous? 3. Il y a possibilité d'avoir 3. Parce que le BR a 28 députés et des maires. Donc, ils auront les 28 parrainages pour désigner un candidat. L'UP également? L'UP, avec ses maires et ses députés, sera capable d'avoir un candidat. Les démocrates auront un candidat. Donc, on peut avoir 3 candidats. Alors, en restant dans la logique du chef de l'État, le président Patrice Talon, il va vouloir que c'est prévu accord de gouvernance entre le BR et l'UP pour pouvoir se retrouver avec un seul candidat. Alors, je pense qu'il y aura 2 candidatures. Alors, quelles sont les implications sur le plan politique de ce code électoral qui vient renforcer le système partisan? Est-ce qu'avec ce code électoral, des partis politiques vont mourir? Est-ce qu'avec ce code électoral, il y aura davantage de fusion pour former de grands ensembles? Oui, avec le code électoral de 2021, les partis étaient déjà morts, évidemment. Les partis étaient morts, les partis n'existaient pas. On n'a eu que 3 partis politiques qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas maintenant, avec un code plus corsé, que les partis vivraient davantage. Là, s'ils étaient tout simplement morts, maintenant, c'est qu'ils seront ensevelis, enterrés, totalement, 6 pieds sous terre. Et on n'aura que de grands ensembles qui vont exister. Je crois que pour ça, moi, je n'ai rien contre. Dans toutes les grandes démocraties, c'est ce que nous voyons. Dans toutes les grandes démocraties, il faut être un parti fort, il faut être un parti représentatif pour aller conquérir le suffrage. Il ne faut pas être des micro-partis de quartier, non. Je crois que pour ça, tous les Béninois sont d'accord que maintenant, on est un peu homogène, on est fatigué d'avoir 105 partis. Mais avec ce code électoral, qu'en est-il aujourd'hui des successions de candidatures qui se font montre de part et d'autre à travers le pays? Non, mais ça, c'était avant. Au moment où ils pensaient que les députés pouvaient aller encore vendre leur parrainage en griffe ou aller l'offrir à un copain ou à un pote. Mais ce n'est plus pareil, ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce que le parrainage étant revenu directement dans l'escarcelle des partis politiques, si seuls les partis politiques décideront de qui sera candidat, on ne peut plus susciter à gauche et à droite. Il n'y en aura pas. Vous voulez parler d'Olivier Bokor, j'ai compris. Olivier Bokor peut se retrouver candidat, pourquoi pas. On est à 2 ans des élections. Ne vous fiez pas à ce qui se passe aujourd'hui entre le président et son ami intime Olivier Bokor. Si peut-être Olivier Bokor a commis une faute de laisser courir les agitations avant même de discuter directement avec son grand frère et ami, il peut se racheter. Et si le président trouve que c'est le meilleur candidat pour son groupe, il le prendra. Mais si le président trouve qu'il n'est pas le meilleur, il ne le prendra pas. Et Olivier n'affrontera pas le chef de l'État. Je crois que ce débat, il faudrait que ceux qui s'agitent autour de ça comprennent ça pour de bon, pour de vrai, que l'arbitrage sera fait entre le président de la République et Olivier Bokor. C'est les deux et personne d'autre. Si le président de la République ne veut pas d'Olivier Bokor, ce sont les deux qui vont décider. C'est eux qui vont décider. Il n'y aura pas d'agitation. Les agitateurs n'ont qu'à se calmer. Ça ne marchera pas. C'est celui qui a le maïs qui décide qui prend la farine.
il en sera ainsi, Alors, rien d'autre. Clément Adiotou, dites-nous, lorsqu'on parle du système partisan, on a toujours les partis de l'opposition, Moël Bénin, UDBN, FCB. Quel avenir pour ces autres partis de l'opposition? Moël est parti de l'opposition. Moël, vous parlez de la mouvance. De la mouvance, pardon, autant pour moi, de la Oui, mouvance. comme tout est sans dessus au Bénin, vous avez raison. C'est possible. Il vaut mieux préciser si Moël Bénin est de l'opposition ou de la mouvance. Alors, mais c'est le moment de se ranger. C'est le moment de choisir son camp. De fondre? Oui, de Moël doit fondre. Renaissance nationale de Conique doit fondre. MPL. Ou de prendre des vacances. Des vacances. Oui, trouvez? oui. De laisser le terrain, de prendre des vacances. C'est possible. Il y a des partis dont vous n'entendez plus jamais parler. Ils ne sont fondus nulle part, mais où les présidents ont pris des vacances. Et ils ont disparu, non? Vous n'entendez plus jamais parler. Alors, c'est un réaménagement des paysages politiques. Oui, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, la loi électorale peut changer, la charte des partis politiques peut être remodifiée, mais je ne crois pas. Parce que la situation actuelle arrange tout le monde. Qui soit qui prend le pouvoir, ça arrange tout le monde. Alors, ils fondent. Vous avez vu Le PRD. Claudine Prudencio avec tout son armada. C'est quand même une dame qui a de la conviction et tout, qui maîtrise au-delà de Calavi. Il y a des femmes qui croient en elle, il y a des hommes aussi. Tout à fait. Mais pourtant, il n'y en a eu que 4% maximum, c'est pas plus. Donc alors, on ne peut pas continuer avec ça. Lorsque vous comprenez qu'avec l'actuel code, ça va être pire, je crois que vous fusionnez avec les grands ensembles qui sont là, ou vous prenez des vacances. Vous prenez des vacances. Oui, vous prenez des vacances. Donc tout le reste aussi doit fusionner. FCBE doit fusionner, revenir à la maison. Ou ils prennent des vacances. Oui, ils prennent des vacances. Alors, comment interprétez-vous cette façon où certains disent qu'à l'approche de chaque élection, au Bénin, on modifie opportunément le code électoral, soit pour exclure des gens ou pour réaménager un peu ou régenter un peu le système politique? Alors, dans le cas d'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui a demandé de retoucher à la loi électorale pour la rendre conforme. Oui, mais la représentation nationale est allée au-delà de l'invite. La Cour a ouvert la brèche. Peut-être la Cour serait qui ne l'aurait pas fait. S'il y avait une loi électorale qui était très bien, mais la Cour a ouvert la brèche et les députés ont bien compris que c'est leur dernière chance. Ils ne seront peut-être pas sur la liste de la prochaine mandature. Et pourquoi ne pas avoir la main pour désigner ceux qui iront? Donc je crois que c'était ça l'objectif qu'ils ont visé. Et avoir la main pour désigner le prochain président de la République, c'est quand même important, c'est historique, c'est un fait majeur. Surtout aussi, ça s'agit d'une première des élections générales au Bénin. Exactement, où le mandat du président par exemple fini et il faut remettre un autre en place. Donc, il voudrait bien quand même faire partie de ceux qui diront au nouveau président, mais ça, c'est mon parrainage, j'étais mis en place. C'est grâce à moi que tu as été élu. Donc, ça compte. Ça compte double. Ça peut servir. Ça compte double, oui, absolument. Ça peut servir. Donc, je comprends que la Cour ayant ouvert la brèche, que les députés s'en soient servis pour modifier ce qu'ils ont pu modifier. Ça a été toute une machine, réfléchir, poser le pion A, dit le pion A contredit le B, on ramène le C pour équilibrer le A et le B, et le D pour anticiper sur le F. Donc tout a été quand même réfléchi pour que la Cour quand même puisse retrouver ça conforme à la Constitution en toutes ces dispositions. Alors, lorsqu'on parle de ce code électoral, on demande désormais que les parrainages et le dépôt des dossiers soient effectués 180 jours avant l'élection présidentielle. Est-ce que vous ne trouvez pas ce délai trop? Alors, si on ne le faisait pas ainsi, on allait se retrouver dans un chevauchement. Il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est justement pour ça que la Cour a retourné le code devant la représentation nationale. Alors, ce qui nous est passé, il y a un débat qui était récurrent. Est-ce que c'est les nouveaux députés qui vont être installés, qui vont parrainer, ou c'est ceux qui sont là actuellement? Alors, si on suppose que dans un premier schéma A, les députés ont voulu corriger un certain nombre de choses en introduisant une modification dans la Constitution pour raccourcir le délai comment dirais-je, le chef d'État doit finir anormalement, je crois, 4 mois après le délai constitutionnel qui était le délai normal, 4 mois après. Donc, la modification constitutionnelle proposée voulait raccourcir ce délai-là et le ramener au délai légal connu au Bénin où chacun passe ses vies, sort et s'en va le 6 avril. Alors, si c'est fait ainsi, normalement, cela signifie que c'est les nouveaux qui vont s'installer qui pourront parrainer. Alors, vu que les députés ont refusé la modification de la Constitution, alors le schéma qui a été trouvé, c'est de le faire 6 mois avant, pour permettre à ceux qui sont en place maintenant de disposer pour le duo présidentiel
qui va être élu pour 2026. Je crois que ça a été fait exprès. C'est long, mais s'ils ne le faisaient pas ainsi, s'ils ne mettaient pas 6 mois et qu'ils mettent 4 mois ou qu'ils mettent 3 mois ou 2 mois, ça signifie qu'il faut faire une nouvelle élection et attendre que cela s'installe pour décider du parrainage. Alors, dans le cas d'espèce où on fait le dépôt des dossiers 6 mois avant et qu'on fait les élections législatives avant la présidentielle et que peut-être en pleine procédure d'élection législative, je dis une bêtise, hein, qu'un candidat qui a déjà eu le parrainage, qui a déjà déposé ses dossiers, devient inapte. Oui, on met son suppléant en place. C'est prévu par la loi, non? Son suppléant, c'est-à-dire son vice-président, celui qui est en dur sur la liste avec lui. Vous parlez du président de la République? Oui, c'est le candidat à la présidentielle qui a eu ses parrainages 6 mois avant. Et qu'il crevait, c'est ça? Voilà, en pleine élection législative. Oui, la loi a toujours tout prévu et les hommes ont toujours le mécanisme nécessaire pour mettre les choses en place. Une loi complétive. Si c'est prévu, on va à l'Assemblée. Vous souvenez-vous, on était en train d'installer les maires. Je me souviens, même déjà dans ma commune à Sakété, on a même déjà convoqué le corps électoral. Convoqué les conseillers pour élire le maire. Et quand on a suspendu ça là, à 0 heure pour dire, bon, il y a une loi à l'Assemblée nationale d'abord. Et on a voté cette loi pour trouver la solution. Parce que je me souvenais qu'il y avait un blocage devant la mairie de Sakété, par exemple, où d'ici ce n'est pas telle personne, ça ne passera pas. Si ce n'est pas telle personne, ça ne passera pas. À Cotonou, ça bouillonnait déjà un peu partout, à Agoué, dans les Agégués. Donc il y avait un blocage. Les députés ont réfléchi, comme il y a blocage désormais, bon, trouvons la solution. Il faut que le maire et ses adjoints soient désignés par le parti politique, comme ce qui se passe actuellement. Donc ça a été désigné, le préfet vient seulement et il lit, problème résolu. Donc si ce que vous êtes en train d'évoquer arrivait, il retournera à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette façon de faire, cette démarche de modifier les règles du jeu en plein jeu, est-ce que ça ne pose pas des problèmes de bienséance, selon vous? Ils le font foot avec la VAR aujourd'hui. Il donne carton rouge et il va voir la VAR et il annule le carton. Ça, c'est une manière de modifier les règles du jeu en cours du jeu. Un carton, c'est un acte majeur du chef de l'arbitre. Un but validé où la balle est déjà au centre et il débarque encore, il fait comme ça. Et il dit non, annuler. C'est modifier les règles du jeu en cours du jeu. Ça se fait. Revenons à la question de la révision de la Constitution. Pensez-vous que certains acteurs ne vont pas regretter de ne pas avoir révisé? C'est le moment qu'ils vont vraiment le regretter. Parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient résolu un certain nombre de problèmes aujourd'hui, qui sont les épines dorsales majeures qui les embourbent, qui les empêchent de marcher. Ils auraient pu régler par exemple le problème de parrainage, le problème de raccourcissement de délai, le problème de se voir d'abord aller aux élections et revenir avant de donner le parrainage, un certain nombre de problèmes. Même le chef d'État est d'accord pour qu'on raccourcisse son mandat de 4 mois. Je crois que cette constitution... que c'est pas bien de raccourcir le mandat en plein mandat. Mais on avait rallongé en plein mandat. Ils ont oublié. Oui, si on veut raccourcir, ça a été rallongé. Maintenant, il dit, maintenant que vous avez rallongé, ramenez ça à la normale. En quoi c'est mauvais? Ça n'avait rien de mauvais. Mais ils ont refusé. Le chef d'État savait que ça ne passerait pas. Parce que les démocrates, il y a une logique. Ne touchez pas à ma constitution, c'est une logique béninoise. C'est difficile de modifier une constitution bénin. Il y avait le forcing. J'ai essayé une fois. Ça a été totalement rejeté au Parlement. Cette proposition était quand même très pertinente dans l'époque. Pourtant, ça a été rejeté. Il voulait 7 ans et pour ne faire qu'un seul mandat. Ça a été rejeté. Alors, ils sont revenus. Autrement, c'est passé. D'accord. Donc, quand vous voulez modifier la constitution au Bénin, dans la tête, c'est qu'il faut radicalement s'opposer à ça. On ne veut même pas savoir si c'est bon, c'est mauvais. Ils l'ont rejeté et c'est ainsi dit, ainsi fait. Alors, une fois que c'est fait, le chef d'État savait que ça ne passerait pas. Parce que les démocrates, avec 28 députés, ne permettraient pas d'avoir les 3/5e. Les 3/5e pour modifier la constitution. Même pas pour modifier. Parce que pour modifier, il faut 4/5e. Pour le passer en étude, il faut 3/5e. Il faut les 3 quarts, pas 3/5. Il faut les 3 quarts des membres présents à l'Assemblée nationale pour le faire passer à l'étude. Ce qui a été voté, c'est est-ce qu'on accepte, oui ou non, d'étudier la modification de la révision de la Constitution. Ils savaient qu'avec 28 blocages, ça ne passerait pas. Mais je crois que s'il a laissé faire, mon intuition me dit c'était pour voir les députés rebelles de son camp qui vont oser voter contre. Il en a trouvé les 6 ou les 5.
Bon, je crois que le lendemain, il y a eu des rencontres. Le linge sale se lavant en famille, ils ont dû discuter, faire la paix autour de ça, ils sont déjà passés à autre chose. C'est mon avis, hein. Je ne suis pas dans le milieu. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Merci à vous, Clément Adeoti, pour vos analyses et clarifications. Alors, un commentaire de fin? Ouais, le meilleur commentaire, c'est de souhaiter cœur à l'ouvrage pour les politiciens. Ce n'est pas facile de se retrouver et de se demander qu'est-ce que je fais désormais si j'ai déjà pris des engagements à côté Olivier Bokor. Exemple, hein, et que je sais que c'est notre candidat et qu'il est ami du chef de l'État, puisque c'est lui, il va se mettre à fond derrière lui. Et que je découvre que viscéralement, il est contre. Et que je dois maintenant, j'ai déjà pris des positions officiellement connues et affichées. Et qu'il me faut maintenant retourner Kazakh, rabattre mes cartes et peut-être aller encore me retrouver tout petit dans mon ancien camp et refaire les choses normalement. C'est douloureux, c'est difficile. Quand on a de l'orgueil, on peut mourir avec. Alors je souhaite beaucoup de courage aux politiciens. Et je souhaite également courage aux opposants sans lesquels on ne peut pas avoir un jeu démocratique équilibré. Donc j'ai horreur qu'on se retrouve dans un système monocolore. J'ai vraiment horreur de ça. Et cette horreur de ça, qu'on se retrouve dans un système de débat où on ne peut pas avoir en face des contradicteurs. Donc je voudrais que notre Parlement, le prochain, continue d'avoir des contradicteurs, qu'ils soient démocrates ou FCBE. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Vous êtes neutre? Je suis neutre. Donc je pense plutôt que les démocrates sont en avance à cause de leurs leaders charismatiques et de certains leaders tels que Éric Mouleté qui ont quand même, depuis Mathusalem, Régis Souya se fait élire député dans une région très, très corsée comme Ouida et compagnie. Alors, mon souhait, c'est de continuer par avoir des opposants et en face d'un bloc constitué de la majorité présidentielle pour des personnes comme vous et nous qui ne sommes pas là-bas, nous puissions avoir quand même le contradictoire qui nous revienne et qu'on puisse être satisfait de dire qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre en compte la voix de la minorité. Je voudrais toujours ça, je souhaite ça réellement et que quelle que soit la loi qui a été validée par la Cour constitutionnelle et que force reste quand même à la majorité-minorité. Merci à vous, Clément Adeoti Adéchian, pour vos analyses. Je crois que vous devez prendre rendez-vous maintenant avec nos amis internautes. Ça fait un sacré bail qu'on vous a vu sur les plateaux d'émission de ZAE TV. On peut dire rendez-vous chaque semaine. Si vous m'invitez. Je vous invite déjà la semaine prochaine, chers amis internautes. Je vous dis, la semaine prochaine, il est invité. Donc, s'il ne vient pas, vous savez que c'est lui qui n'a pas honoré le rendez-vous. Merci à vous, Clément Adeoti Adéchian. L'homme propose, Dieu dispose. Clément Adeoti Adéchian également dispose, puisque vous êtes le président de notre Cour constitutionnelle ici. Puisque nous avons également une Cour constitutionnelle ici. Voilà, nous sommes dans les mains de Dieu. Merci à vous une fois encore. Merci une fois encore. Merci pour tout l'investissement. Merci également pour tout l'encouragement que vous nous donnez. Je rappelle que Clément Adeoti Adéchian, le fondé du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, ESAE TV et ESAE Radio. D'un invité à un autre, j'installe à présent le président de l'Union nationale des médias en ligne UNAMEL, Barnabas Ouroukuma. Il est là ce matin pour nous parler de notre association, bien évidemment. Ah oui, je profite pour vous dire que c'est le président de notre association à nous, ESAE et télévision, ESAE Radio, l'Informateur, association professionnelle. Puisque nous sommes promoteurs, donc membres du CNPA, membre fondateur d'ailleurs du CNPA depuis toujours. Il est également membre du CNPA, mon jeune frère, en tant que promoteur, mais association professionnelle, nous sommes membres de l'UNAMEL. Et qu'en conséquence, il ne serait pas admis que des professionnels de médias en ligne se baladent dans mes murs, dans mes locaux, pour venir faire des visites de courtoisie. Je n'en voudrais pas. Je ne voudrais pas en entendre parler parce que nous avons une association professionnelle et merci, jeune frère, nous t'avons couronné, nous t'avons consacré parce que nous te faisons confiance et nous savons que nous allons faire du bon boulot ensemble. Et merci à l'ensemble des confrères des médias en ligne qui t'ont installé. Notre combat sera pour la légalité. Nous ne discutons pas avec des personnes qui n'ont pas de légalité, mais qui s'éparpillent partout. Et vous les voyez fourmiller et comme des systèmes d'abeilles, alors qu'ils n'ont aucune légalité. Mais vous avez des activités officielles de la République, c'est eux qui se présentent, ils n'ont aucune légalité. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Et c'est eux qui concurrencent même les médias qui ont les licences légales, qui ont suivi tout un protocole pour avoir les licences légales. Et je pense que ça fait partie des champs que nous allons aborder. L'État nous demande de nous mettre en règle. L'État nous lance une procédure qui a duré 2 ans. Et en même temps, l'État passe par derrière et appelle des médias non autorisés. Et il travaille avec eux. Moi, je ne comprends pas comment ce pays fonctionne. Vous nous demandez de nous installer, nous partons, nous avons une convention, vous connaissez les 46
les 46 médias qui sont conventionnés avec la RAC, qui sont des médias officiels, qui ont des redevances, qui payent des redevances. Vous avez des redevances à payer et vous avez des obligations déontologiques et constitutionnelles à respecter. Mais on ne travaille pas avec vous. Mais on appelle les pirates, les braconniers, les maraudeurs, les débarqueurs, les prédateurs. Et c'est eux qui prédatent, qui braconnent et qui maraudent. Tout. Tranquillement, et ça ne gêne personne. C'est un chantier que nous allons aborder au cours de notre mandat. On vous a installé pour ça. Ah oui, nous le ferons. Pour arrêter le braconnage. Nous ferons cette guerre-là contre le braconnage, les débarqueurs et tout. Le maraudage. Comptez sur nous. Et nous allons compter également. Vous êtes très passionné par ce débat. Merci à vous, Clément Adéchian. Merci à Nassir Fatouip d'avoir cédé habilement sa place à Barnabas Ourokouma pour pouvoir rendre vif cet échange-là. À présent, je vais installer à mes côtés Atifa Alafa pour recevoir notre président, le président de l'UNAMEL.